Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de l'intérieur et de l'extérieur. Vous savez, la doctrine, c'est la suite d'un processus, c'est un système. Elle n'est pas dissociable d'une idéologie ni de la pensée, parce que c'est un cheminement. Pour arriver à une doctrine, il faut d'abord la pensée. Après la pensée, il faut l'idéologie. Et après l'idéologie, il faut la doctrine. La pensée, ça c'est le niveau philosophique de la chose. L'idéologie, c'est lorsqu'on décide d'organiser, de structurer. Et la doctrine, c'est quand il faut aller à l'action. Donc il faut aller à l'action. Donc pour répondre à votre question, l'assimisme est une doctrine. Donc ça veut dire que nous avons dépassé la phase de la pensée. Nous avons dépassé la phase de l'idéal, de l'idéologie, et aujourd'hui nous sommes dans la phase de l'action qui est la doctrine. Il est important de rappeler que aucune nation au monde ne s'est construite sans doctrine. Ce n'est pas possible. Le malheur de l'Afrique a été de penser que l'Afrique peut se développer sans doctrine. Ceux qui nous ont dominés et qui nous ont toujours maintenus dans le retard ont toujours détruit, anéanti les doctrines. Et pour les anéantir, il faut qu'ils anéantissent nos héros, ceux qui avaient des visions par le passé. En Afrique, vous avez les Kwame Nkrumah, vous avez les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Patrice, hein, comment dirais-je, Thomas Sankara, Kadhafi, et ils sont très nombreux. Africains qui ont voulu avoir un cap, avoir une vision, mais qui malheureusement ont été tués, assassinés, avant de mettre en place la doctrine. Aujourd'hui, dans le monde entier, quand vous prenez par exemple la Russie, à laquelle appartient votre média, la Russie, elle a commencé à partir de Karl Marx. L'époque de Karl Marx, c'était une pensée. C'était une pensée socialiste. Et après, ça s'est développé un peu, tout petit peu avec Vladimir Lénine. Et ça a évolué avec Staline. Il a fallu que Zhdanov arrive à partir des années 40 et quelques pour transformer tout ce processus en une doctrine. Ils ont appelé la doctrine Zhdanov, qui est la doctrine communiste socialiste. Donc ça a suivi un processus. De Karl Marx à Vladimir Lénine, à Staline, à Zhdanov, la doctrine russe s'est construite. Et c'est cette doctrine aujourd'hui qui a fixé les caps pour faire de la Russie ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand vous prenez la Chine avec Mao Zedong, Mao Zedong a réadapté le marxisme russe et le léninisme. C'est eux que Mao Zedong a adapté aux réalités chinoises pour faire le maoïsme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, c'est des exemples que j'aime prendre, ils sont nombreux. Il y a aussi les cas américains. L'une des premières doctrines célèbres aux États-Unis, c'est la doctrine Monroe. L'Amérique appartient aux Américains, l'Europe n'a pas le droit de s'ingérer. Et de Monroe, il y a eu d'autres qui ont suivi. La doctrine a évolué. À chaque fois, il y a eu l'expansion de l'idéologie au-delà des territoires de départ. Et il a fallu l'arrivée de Truman pour fixer les caps en tant que doctrine, définir carrément les règles de leur capitalisme, de l'individualisme, qui sont opposées carrément aux règles russes, qui elles sont dans le socialisme et le communisme. Et après, Truman, ça a évolué avec Eisenhower, avec les Bush, avec les Reagan, et ainsi de suite, mais la doctrine, les caps, est là. Alors, si vous avez compris ça, vous regardez un peu du côté africain. À chaque fois qu'on a voulu faire ça, le héros, il est mort, il a été tué. Parce qu'il nous avait été interdit en Afrique d'avoir une doctrine, d'avoir une vision. C'était trop luxe pour nous. C'est trop nous considérer que de dire qu'un Africain a une vision qu'il a donnée à l'Afrique. Kwame Nkrumah, c'est un des grands doctrinaires qui a voulu mettre en place le panafricanisme. C'est le père du panafricanisme. Mais il est parti très tôt. Et le peuple n'a pas créé les conditions de faire de lui ni le géniteur, ni le fondateur, ni l'éponyme du panafricanisme. Il est parti, on est toujours resté en train de nager. Alors, qu'est-ce qu'on nous a vendu? Qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a fait croire que la Constitution est la première chose, est le niveau suprême pour l'État. Ce n'est pas vrai.
Mais pour qu'on l'appelle loi fondamentale. Mais ce n'est pas vrai. Pour qu'il y ait une constitution sans doctrine est faible. Une constitution qui n'est pas tirée d'une doctrine. Parce que vous savez, la doctrine, c'est un peu la source idéologique. C'est la source idéologique qui constitue un peu le fond. La constitution, c'est la traduction juridique de la doctrine qui constitue la forme. Alors, parlant des sources... Donc il ne peut pas avoir une véritable constitution si vous n'avez pas une doctrine. Parce que la constitution, c'est elle qui crée le cadre légal qui permet de définir l'État, faire la répartition des pouvoirs, et les droits et devoirs des citoyens, les définir, et puis les grandes politiques. Et ça, il faut que ça soit tiré d'une doctrine. Et quand il n'y a pas une doctrine, c'est comme si on a parachuté une constitution, et c'est pourquoi par le passé, nos constitutions, en réalité, ont emprunté la doctrine d'ailleurs. Oui. Nos anciennes constitutions, c'est des constitutions gauloises, bien sûr, c'est des constitutions françaises. Parce qu'en réalité, ils nous ont formatés, on nous a même manqué de respect, en nous faisant croire qu'on n'a pas de pensée, on n'a pas de vision. Alors que la plus grande charte du monde, la constitution la meilleure dans le monde, c'est la charte de Kouroukanfouga. Même la Gaule en soi. Mais bien sûr, le gaullisme est une doctrine. Alors que nous, on avait aussi des constitutions aussi, comme le Kouroukanfouga, qu'on n'a jamais eu le courage d'intégrer dans notre façon, dans notre gestion de l'État, parce qu'il fallait qu'on emprunte de l'autre côté. Honorable, j'aimerais savoir, vous avez tantôt parlé des sources, j'aimerais savoir quelles sont les sources d'inspiration de cette doctrine, l'assimisme. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, c'est la pensée. Notre pensée aujourd'hui, c'est une pensée souveraine. Il y a aussi le fait que nous avons un territoire aujourd'hui sur lequel nous avons un contrôle. Nous avons une population qui est aujourd'hui convaincue que c'est elle qui gère le Mali, c'est elle qui doit décider pour le Mali. Donc ça, c'est les principales sources. Et pour corroborer cela, nous avons eu notre constitution souveraine, construite par les Maliens. Il n'y a pas eu d'ingérence extérieure, la constitution de juillet 2023. Mais pour ceux qui ne le savent pas, avant, la constitution a été bâtie sur la base de la doctrine. Nous avons respecté la règle générale par laquelle les grandes nations ont passé. Les grandes nations que j'ai citées, la Russie et la Chine, et les États-Unis sont passés d'abord de la pensée à l'idéologie, à la doctrine, avant de venir aux constitutions. Oui. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes rentrés dans cette dynamique. Parce que c'est précisément le 18 septembre 2022, dans les Djoutoumou, à l'occasion des meetings à Ouessebougou, un meeting de plus de 3000 personnes. Ah bon? Les gens sont venus de toutes les régions. Rien que les Dosso, seulement ce jour-là, j'ai compté plus de 500 Dosso avec leurs armes. C'est ce jour-là que la doctrine de l'assimisme a été proclamée par le peuple. Et le peuple a fait de Assimi Goïta l'éponyme de la doctrine. Okay. La doctrine par son nom parce qu'aujourd'hui, c'est cet homme, Assimi Goïta, avec ses compagnons, ses continuateurs, qui font aujourd'hui la fierté du peuple. Et de l'Afrique. Donc c'est pourquoi nous avons dit, aujourd'hui, nous allons prendre une partie du travail en tant que peuple, mettre en place la doctrine, et faire du président aujourd'hui l'éponyme de la doctrine. Mais il est important de dire qu'une doctrine n'ira pas loin sans l'État. Parce que la doctrine est un élément de l'État. Alors si l'État néglige la doctrine, ne s'implique pas dans son organisation, ne s'implique pas dans son orientation, ça veut dire qu'à un moment donné, la doctrine va s'amincir, elle va s'affaiblir, il y aura de la perdition idéologique. Et là, ça peut être dangereux. Alors, quand il y a eu la déclaration de Djoutoumou, le 18 septembre, ça c'est en 2022, les activités ont évolué, la communication du peuple a évolué, la communication du gouvernement a évolué. Finalement, nous nous sommes retrouvés pour l'écriture de notre constitution souveraine. Et c'est au moment de l'écriture de la constitution souveraine, j'ai eu le privilège de siéger moi-même dans la commission qui a rédigé cette constitution. C'est en ce moment que sur la base de la vision et de la doctrine qui est déjà établie, nous nous sommes imposés avec d'autres, beaucoup de ministres du gouvernement. Je remercie d'ailleurs la grande contribution de l'actuel Premier ministre et l'actuel ministre de la Justice, Kassogué, qui ont beaucoup contribué à ce que l'article 34 soit. Et l'article 34 est une traduction de la doctrine de l'assimisme. Parce que comme je l'ai dit, la Constitution est la traduction légale et juridique de la doctrine. Donc elle en est la forme.
Et il n'y a pas de forme sans fond. Le fond, c'est la doctrine elle-même qui constitue un peu la source idéologique. Alors pourquoi avoir ressenti le besoin de formaliser l'assimisme aujourd'hui? Parce que le déclic, c'est venu à partir de quand? Parce que tout simplement, le déclic est venu avec la révolution populaire. Lorsque nous nous sommes tous retrouvés dans un cadre qui s'appelait tantôt CEMAS, tantôt M5, RFP, tout ça là, tantôt toutes sortes de mouvements, pour dire qu'il faut que ça change. Nous sommes rentrés dans ces mouvements avec la conviction qu'il faut engager une dynamique doctrinale. Il faut engager une doctrine à l'image des Chinois, à l'image des Russes, à l'image des Américains. Même les Turcs, c'est une doctrine. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ministre qui m'a dit qu'il a été fier de constater qu'en Turquie, le président Tayyip Erdogan, quand il s'affiche, il affiche la photo de Aka derrière lui qui est un des fondateurs de la doctrine aujourd'hui, qui fait que la Turquie est sortie de la misère. Ils ont pu se retrouver autour des grands projets. Vous savez, il y a un cheminement qu'on ne doit pas rater. Quand vous prenez d'abord, vous savez, le commencement, c'est la doctrine. Et la doctrine, elle passe à l'état de pensée, idéologie, doctrine. Après la doctrine, vous avez la Constitution. Après la Constitution viennent les lois. Après les lois viennent les politiques publiques. Après les politiques publiques viennent les projets, les programmes et tout le reste. Un État qui n'a pas respecté cet agencement, cet ordre-là, a perdu une partie de la dynamique. Et ça va les rattraper tôt ou tard. Il faut respecter forcément cet agencement pour être dans une dynamique cohérente. En ce moment, il y aura toujours de la cohérence dans ce que nous faisons. Alors, donc, c'est parti de cette révolution. Et fort heureusement, la révolution a été plus que populaire avec l'arrivée de l'armée qui a parachevé cette révolution et qui en est devenu le commandant de bord. Et fort heureusement, ils conduisent très bien les bateaux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple a décidé de faire de l'armée à travers Assimi Goïta, l'éponyme de cette doctrine. Alors, honorable, en quoi l'assimisme se distingue-t-il des idéologies politiques classiques au Mali? Il y en a eu dans le passé, depuis l'aube des temps. Tout à fait. L'avantage avec l'assimisme, c'est que nous avons la chance de faire de l'assimisme une doctrine un peu qu'on peut l'appeler d'assimilation stratégique. C'est-à-dire que nous allons prendre chez les autres ce qui est utile pour nous. Et nous allons adapter ce que nous avons. Nous allons mettre ce que nous avons des réalités. Et chez les autres, nous allons prendre ce qui est utile chez nous. En réalité, c'est comme ça que le système assimisme fonctionne. Vous allez voir dans tous les départements, même au niveau de la défense, même au niveau des finances, nous partons ailleurs. Nos ministres vont ailleurs, ici, ils voyagent partout. Ils prennent chez les autres ce dont on a besoin. Ce qui est inutile, on le laisse là-bas. Alors que par le passé, généralement, on prend plus de ce qui est inutile pour nous, mais qui est utile pour eux. Maintenant, c'est le contraire. Avec l'assimisme, nous prenons ce qui est essentiel et utile pour nous et nous prenons tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour construire notre système. Donc, en réalité, la doctrine de l'assimisme a cet avantage. C'est une doctrine très moderne qui va essayer de prendre chez les autres ce qui est bon, laisser ce qui n'est pas bon et de s'enrichir de nos réalités intérieures et de nos valeurs maliennes, haïtiennes et africaines. Vous avez fait référence au gaullisme, au taoïsme ou au maoïsme, également Lénine. Est-ce que l'assimisme, avec ça, peut-on parler d'un projet politique à long terme? Parce que ne serait-ce que le maoïsme, ça a plus de 100 ans. Bon, vous savez, l'avantage, il n'y a pas une doctrine. Toutes ces doctrines-là que vous voyez sont portées finalement sont portées par des partis politiques. Des partis politiques d'État avec des masses populaires très solides. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus. On ne peut pas parler des partis politiques, on ne peut pas parler des mouvements politiques. Pour l'instant, nous construisons la doctrine. Mais comme vous l'avez suivi, le chef de l'État a fait un appel. Pas qu'un appel, il a annoncé qu'effectivement, très prochainement, il va engager des concertations avec l'ensemble des forces vives en vue de discuter dans l'esprit de l'article 39 pour aller vers la charte des partis politiques. Donc ceci nous interpelle en tant que soutien, en tant que peuple debout, peuple soutien, inconditionnellement soutien de la transition. Nous sommes interpellés à nous rassembler, à constituer une force pour nous préparer pour ces concertations-là. Parce qu'en étant désunis,
individuellement, tout ça, on ne pourra pas apporter grand-chose, ni sur le plan de l'intellect, ni sur le plan de la légitimité. Donc la meilleure façon d'apporter une meilleure contribution intellectuelle, c'est de nous rassembler. Et le seul cadre qui peut nous rassembler aujourd'hui, c'est l'idéologie, c'est la doctrine. Donc voilà pourquoi nous avons dit que la doctrine a été déjà lancée depuis avant la Constitution. Elle a contribué à écrire notre Constitution. Donc il n'y a pas de raison que cette doctrine ne nous rassemble pas aujourd'hui pour faire face aux prochaines réformes qui sont essentielles. Alors si de chemin, les partis politiques, la charte elle a été adoptée, elle a été créée, c'est tout à fait normal qu'on évolue. Un parti politique va s'imposer dans la doctrine et il va occuper une place essentielle dans la doctrine parce qu'on ne peut pas faire tout ça et puis laisser les autres prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas possible, sinon on n'aura rien fait. Donc c'est extrêmement important de le savoir. Tôt ou tard, c'est la règle générale. Il n'y a pas une doctrine qui, à un moment donné, n'a pas été portée par un parti politique. Et c'est pourquoi j'ai dit tout de suite, dès le début, une doctrine, quelle que soit sa force, si l'État même, si ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent l'État ne sont pas convaincus qu'effectivement ils sont en premier lieu les animateurs de la doctrine, les encadreurs de la doctrine, les orientateurs de la doctrine, elle ne fera pas long feu. Et une doctrine, quand elle ne fait pas long feu, à la longue, c'est extrêmement dangereux. Le peuple va perdre le cap à un moment donné. Chacun va se faire des idées, alors que c'est la doctrine qui permet de mettre tout le monde dans une seule dynamique, vers un seul cap. Et en ce moment, même les partis qui vont être créés, un parti ne peut pas se permettre d'adopter une posture qu'il veut. Si vous sortez dans le cadre de la posture doctrinale, mais on a le droit, au nom de notre souveraineté, de vous interdire d'exercer la politique. Certains vont dire tout de suite non, c'est de la censure. Non, non, non. Il faut avoir des règles. Un État ne peut pas avancer dans le désordre. Il faut avoir de l'ordre. Donc la doctrine à travers la Constitution, c'est de l'ordre. Donc il faut respecter cet ordre-là. On a dit les partis politiques, vous êtes nés, ok, il y a des principes, vous respectez la doctrine, vous respectez la Constitution. L'article 34 dit, si vous faites de la politique, c'est dans le cadre des 3 principes édictés dans la Constitution, dans le cadre de leur extension, de leur développement au niveau de la doctrine. Si vous sortez là-dedans, ça veut dire que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Et là, si un texte existe au Mali qui vous interdit d'exercer l'activité politique, ne soyez pas surpris. Vous l'avez cherché parce que vous êtes sorti du cadre doctrinal, du cadre accepté et qui est encadré par notre loi fondamentale. Alors, honorable, nous allons parler du QG de l'assimisme. Quel est le rôle réel du QG, du quartier général de l'assimisme? Bon, vous savez, le quartier général de l'assimisme, c'est un laboratoire effectivement de pensée, c'est un espace de formation, c'est un espace de sensibilisation et de production. Déjà, tout de suite, comme je l'ai dit, depuis la première réunion, un comité scientifique a été mis en place. Il est en train de travailler. Vous avez vu sa première production qui a été rendue publique, notamment les logos qui a émerveillé beaucoup de gens. Moi, aujourd'hui, j'ai bien regardé les logos. J'ai trouvé même qu'il y a quelques affinités avec les logos de l'AS, avec l'arbre, tout ça. J'ai dit vraiment, c'est génial, c'est une très bonne coïncidence. Et puis, le comité scientifique est en train de travailler sur d'autres aspects, notamment son règlement intérieur. Ils vont travailler sur le livre doctrinal, ils vont travailler sur le manifeste, ils sont là-dessus. Et aussi, à un moment donné, le comité va être élargi à des experts internationaux, parce que c'est quand même une doctrine panafricaine. Elle va être élargie à des experts internationaux, chacun dans son domaine, qui, à un moment donné, peuvent intervenir directement sur les plateaux, sur la page du QG de l'assimisme, et qui soient suivis en ligne par rapport à une thématique particulière, que ce soit nos valeurs sociétales, que ce soit l'histoire, que ce soit l'économie, que ce soit les problèmes de la monnaie, et un tas de choses, chacun dans son domaine, en tout cas parce que tous ces domaines sont concernés par la doctrine. Parce que la doctrine englobe tout, elle embrasse tout et elle organise tout. Donc le QG, ça va servir à ça. Très prochainement, nous sommes en train de les transformer pour que ça soit véritablement le QG. Et très prochainement, il y aura une grande cérémonie de son lancement et aussi de son implantation officielle et aussi le lancement des activités proprement dites. En parlant de QG, il faut se souvenir, vous savez, la question de doctrine ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, il y avait des doctrines à travers des philosophes comme Platon, comme Aristote. Et après l'époque des Lumières, il y avait aussi des grands penseurs. Il y avait les grands penseurs comme le Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, tout ça. Vous savez, donc ça ne date pas d'aujourd'hui.
Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la période moderne, où la doctrine a été modernisée. Ça a commencé juste avec le XXe siècle, particulièrement après la guerre mondiale, le début de la guerre froide, qui a duré 50 ans. Et à partir de cet instant, il y a des blocs doctrinaux qui se sont opposés et qui ont géré le monde. Malheureusement, oui, les capitalistes, les Américains, les Russes. Malheureusement, ces blocs-là, il y a un qui a foutu la merde dans le monde. Ça, c'est le bloc américain. C'est eux qui ont foutu la merde et je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement, ils sont en train d'être rattrapés par leur mauvaise gestion, par leur mauvaise politique, les Occidentaux. Et moi, je suis convaincu que le nouvel ordre mondial est déjà installé. Il faut l'organiser. Je suis convaincu que le nouvel ordre mondial est déjà installé. Il faut seulement l'organiser et je suis très fier de dire, sans me tromper, que le Mali et l'AS sont en très bonne position par la grâce de Dieu dans le nouvel ordre mondial, Inch'Allah. Honorable Aïdara, notre entrevue quand même continue son petit bonhomme de chemin, mais pourquoi avoir choisi de ne pas en faire un parti politique? Non, nous sommes des républicains. Les partis n'existent pas en ce moment. Les mouvements politiques n'existent pas. Donc, et puis, nous sommes des républicains, on ne triche pas. Nous avons l'obligation de respecter nous-mêmes la loi. Donc, nous allons faire pression sur nous pour attendre que ce processus se termine. Que ce processus se termine. En ce moment, on pourra parler des partis politiques. Pour l'instant, on ne peut parler que de doctrine pour nous rassembler, pour sensibiliser les Maliens, parce que la souveraineté appartient au peuple. Si on ne s'organise pas, qu'est-ce qui va donner la légitimité aux réformes qui vont venir? Il faut s'organiser, parce que la souveraineté elle appartient au peuple. Donc si on ne s'organise pas en tant que grand soutien de la transition, nous rassembler pour créer les meilleures conditions d'accompagner ces réformes, comment elles vont avoir la légitimité? Donc c'est pourquoi nous avons le devoir, et très rapidement, et même dans l'urgence, de nous organiser, de nous rassembler. Et le seul cadre qui peut nous organiser aujourd'hui, c'est la doctrine. Comment comptez-vous mobiliser les citoyens à travers ces QG? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a déjà du travail qui est fait. Les populations sont pratiquement déjà mobilisées. C'est d'ailleurs l'avantage d'une doctrine. Lorsqu'on arrive au stade de la doctrine, ça veut dire qu'il y a déjà un travail, il y a déjà des prérequis. Ça veut dire qu'il y a déjà des masses populaires qui sont engagées. Et par la grâce de Dieu, ces masses populaires sont là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas une région au Mali où, vous savez, la communication fonctionne beaucoup. Où les grands groupes WhatsApp, QG Doctrine Assimisme Tombouctou, QG Jeunesse Assimisme Tombouctou, QG Femmes Tombouctou, QG Femmes Ségou, QG Jeunesse Ségou, QG Tantante Sikasso, dans toutes les régions, ça bouge. Et tout le monde est interconnecté. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui les bases sont lancées. Et aussi à l'international, dans les comités scientifiques, vous avez des grands experts, des éminentes personnalités de la diaspora qui siègent et qui participent au comité scientifique. Quel sera effectivement le rôle du comité scientifique? Vous savez, on a l'avantage que nous, notre doctrine, elle est partie de la pratique. Ce n'est pas de la simple théorie. Nous sommes allés directement au charbon. Et c'est notre pratique qu'on est en train de traduire aujourd'hui en théorie. Et même si on avait un peu de théorie, mais c'est beaucoup plus de la pratique. C'est ça l'avantage de notre doctrine. Donc ce comité scientifique est en train de mettre en place tous ces éléments-là pour qu'ils puissent être enseignés, pour qu'on forme le peuple, pour qu'on galvanise le peuple avec ça, pour qu'on les rassemble avec ça. Vous savez, une doctrine réussie n'est pas loin d'une religion. Oui. Une doctrine bien réussie, c'est comme de la oui, une doctrine bien réussie n'est pas loin de la religion. Et il y a un autre aspect, c'est que, il y a quelques malins, j'ai vu un journal qui dit, est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers la pensée unique? Bon, vous savez, c'est toujours comme ça. On est très loin de la pensée unique. Pour la simple raison, aujourd'hui, le chef de l'État est engagé dans une dynamique d'organiser le multipartisme. Donc dès lors qu'il y a la possibilité dans une doctrine d'avoir un multipartisme, même si c'est 2-3 partis, dans un esprit doctrinaire, on ne peut pas parler de la pensée unique. Ça veut dire que la compétition, elle est là, la démocratie, elle est là, tout le reste est là. Donc c'est ce qui fait la beauté de la doctrine de l'assimisme. C'est-à-dire que l'encadrement est tellement bien fait qu'il est impossible d'imaginer une dictature. Parce que souvent, les gens, ils confondent l'ordre, faire régner l'ordre à la dictature. C'est différent. Faire régner l'ordre n'est pas
de la dictature. Faire régner l'ordre, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Un État ne se construit jamais dans le désordre. Les gens nous ont tellement pris pour des naïfs. Vous voyez, tout ce terrorisme, tout ça là, c'est le fruit du désordre. Si on avait un minimum d'ordre par le passé, on ne serait pas infiltré comme ça, on ne serait pas ceci. Et malheureusement, on s'est réveillé, le mal était trop. Il faut du temps pour l'endiguer, pour l'éradiquer. Sinon, si on avait de l'ordre, il n'y aurait pas tout ça là. Donc l'ordre est extrêmement important. On nous a dit qu'il faut de la sécurité, il faut du développement pour qu'il y ait la paix. Il faut du développement pour qu'il y ait la paix. C'est des histoires, c'est tout le contraire. Il faut la sécurité et la paix pour qu'il y ait du développement. Bien sûr, il faut la sécurité et la paix pour se développer. Le contraire est impossible. Mais on nous a toujours pensé que c'est une trick type, tu commences par un, tu peux finir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand les gens viennent nous dire, ah non, les gens là, ils ont pris les armes parce qu'ils sont sous-développés, ils ont fait des histoires. Il faut créer la sécurité d'abord. En ce moment, tu peux créer les meilleures conditions pour faire manger les gens, pour leur donner à boire, pour les éduquer. Mais tu ne peux pas développer pendant que les armes crépissent. Les armes doivent se taire, les esprits se calmer, les gens se réfléchir maintenant à comment ils vont mieux vivre. Quel lien direct existe entre l'assimisme et la vision du président Assimi Goïta? Parce que ça pourrait être dissocié quand même. Vous savez, l'assimisme est indissociable. Elle est indissociable de la vision de Assimi Goïta. Pas plus qu'elle est aussi indissociable de la vision de ses compagnons. On a l'habitude de dire les 5 généraux, les 6 généraux. Pas plus qu'elle est indissociable de la vision du peuple qui a fait de Assimi Goïta l'éponyme de la doctrine. Donc en quelque sorte, c'est toute l'armée qui est éponyme de la doctrine. Et il ne peut pas avoir un État sérieux, un État solide sans une armée forte. Ce n'est pas possible. Honorable, comment cette doctrine s'inscrit-elle dans les réformes annoncées, notamment autour de l'article 39? Bon, nous sommes une émanation du peuple, c'est-à-dire que la doctrine elle est animée par le peuple. Et les réformes ne se font pas sans le peuple. Donc, de la même manière que nous avons été là présents, mobilisés pour faire notre constitution, à travers l'idéologie, la doctrine, les assimistes seront mobilisés pour accompagner toutes les réformes, pour soutenir la vision du chef de l'État. Parce que, comme je l'ai dit, l'assimisme, c'est le soutien de la vision du chef de l'État et de ses compagnons. Parce que c'est cette vision qui convainc aujourd'hui, qui nous a convaincus. Il a convaincu, et c'est cette vision aujourd'hui qui constitue la traduction de la vision des autres qui ont précédé. Et qui n'ont pas eu la chance aujourd'hui d'avoir un peuple qui les soutient. Parce que notre malheur par le passé, c'est l'endormissement du peuple. Sankara n'a pas eu le soutien du peuple, Kadhafi n'a pas eu le soutien du peuple, Djibo au Niger n'a pas eu le soutien du peuple, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça a été notre malheur, et aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, c'est le peuple qui porte la révolution, et c'est pourquoi notre bien-aimé chef de l'État a toujours dit que notre boussole, c'est le peuple. Il n'a pas tort, c'est vrai. La boussole, c'est le peuple. Est-ce que vous pensez que cette doctrine peut influencer la future charte des partis politiques? Mais pourquoi pas? Nous allons donner nos idées. Nous allons donner nos idées, nous allons même faire des grandes propositions pour le contenu de la charte politique. Oui. Et rien ne nous échappera par rapport à la gouvernance de notre pays. Parce que nous suivons les processus comme du lait sur le feu. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trébuchements, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Et la seule façon pour nous de ne pas retourner en arrière, c'est de veiller. C'est de veiller à ce que la vision du chef de l'État avance. Et nous sommes défenseurs de cette vision. Et c'est cette vision qui va être traduite dans nos différents textes. Nous avons déjà commencé avec la loi fondamentale. Plusieurs autres textes ont été créés dans ce domaine, des textes très révolutionnaires dans le domaine minier, dans le domaine du code pénal, du code des procédures pénales et bien d'autres aujourd'hui, auxquels nous avons participé sous une autre forme. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés dans les cadres doctrinaires pour accompagner la suite du processus. Parce que comme je l'ai dit, c'est le seul cadre aujourd'hui qui peut nous rassembler sans faire du bruit avec quelqu'un. Parce que toutes les autres organisations qui sont affiliées directement à des départements ministériels peuvent être critiquées. C'est des grands mobilisateurs, mais certaines populations peuvent dire qu'ils ne sont pas dans le rôle. Alors aujourd'hui, ceux qui se mobilisent dans le cadre de l'assimisme, personne ne peut dire qu'ils ne sont pas dans le rôle. Parlons maintenant enjeux et perspectives. Est-ce que certains observateurs parlent d'un risque de confusion entre doctrine et projet politique? Que leur direz-vous?
Bon, peut-être qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas certainement les choses. Il y a une très grande différence. Et même un gros écart de différence. Je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit l'agencement normal des choses. Vous avez d'abord la doctrine. Oui. Avant de devenir doctrine, d'abord il y a eu la pensée, après l'idéologie, et la doctrine c'est la partie opérationnelle, c'est la partie action. Donc une fois qu'il y a la doctrine, vous avez la constitution. Oui. La constitution c'est la traduction légale de la doctrine. Donc la constitution intègre ce qui est essentiel pour le Mali et qui est pris dans la doctrine. Et après la constitution, vous avez les lois. Et après les lois, vous avez maintenant les politiques publiques. Oui. Et vous avez les projets, les programmes en dessous de tout ça. Alors si par le passé la France nous dit qu'on peut faire des bons projets et programmes sans nettoyer tout ce que je viens de citer là-haut, ça veut dire qu'en réalité nous sommes toujours dans l'esclavage. On a laissé beaucoup d'étapes où on s'est amusé avec nous. Oui. Donc en réalité, il y a une grande différence, mais c'est le cheminement. C'est le cheminement. Alors, honorable, l'assimisme, est-ce qu'on peut estimer que c'est une ambition panafricaine réelle ou symbolique? Non, elle est réelle. On n'a pas eu seulement l'occasion de l'affirmer. Vous avez des hommes qui sont morts. Je respecte la mémoire de tous ceux qui sont morts à cause de ces visions-là. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas sérieux, c'est même très sérieux. Vous savez, Kwame Nkrumah a souffert, Modibo Keïta a souffert, Sankara a souffert, Sékou Touré a souffert, Djibo Bakary a souffert, Kadhafi a souffert. Je prends à partir du dernier Kadhafi. Il a dit l'unité africaine, une monnaie pour l'Afrique. Il a été tué de la façon la plus honteuse. On a inventé une histoire de protection des droits de l'homme, une résolution mal votée. On est parti. Et malheureusement, son peuple n'a rien compris. C'est son peuple même qui s'est levé pour dire que c'est un dictateur, il nous a privés de liberté tant qu'il est mort. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est très sérieux. Et aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais, Assimi Goïta, ses compagnons et ses pères, Tchani et Ibrahim Traoré, si vous observez vous-même, vous comprenez que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et moi qui suis en train de vous parler, je suis très sérieux dans cette affaire. D'accord. J'ai été déjà objet de sanctions de l'ONU. Je suis prêt encore à être sanctionné et même à mourir s'il le faut. Donc c'est très sérieux cette affaire-là. Il faut que les gens se le comprennent. J'ai l'habitude de dire qu'abri mort n'a pas peur de couteau. Pour moi, on est déjà mort, donc il n'y a pas une deuxième mort. On a déjà tombé. Voilà, c'est ça. On est assis, on ne va plus tomber. Voilà, c'est ça. Honorable, notre entretien tend vers sa fin. Mais avant la dernière question, je m'en vais vous demander, au moment où le Mali vit sous une dynamique sous-régionale avec l'AES, comment comptez-vous étendre cette doctrine au niveau des autres pays de l'AES? Déjà, nous sommes interconnectés avec un certain nombre de cadres dans l'AES, des éminents cadres du Niger, du Burkina. Nous allons probablement envisager des mouvements dans l'AES, des déplacements dans l'AES, mais je peux vous assurer déjà que même dans les groupes WhatsApp que nous animons, il y a plusieurs, et même au-delà de l'AES, par exemple, quand vous avez aujourd'hui... nous partageons tous les avis, pratiquement tous les avis du professeur Niamsi, qui est un grand combattant des libertés et que je salue au passage. Il y a aussi le docteur Firoun, depuis le Niger. Et puis ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux, comme nous sommes en train de construire la chose. Je ne vais pas trop aller loin sur cette question, mais je peux vous assurer. Et aussi vrai que c'est une doctrine panafricaine, il est vrai que les Africains vont s'y mêler et ils vont s'y mobiliser. Et nous irons là où nous devons aller pour que l'écho aille le plus loin possible. Dernière question. Honorable, quelle est votre vision du Mali dans 5 à 10 ans à travers cette doctrine? Vous savez, je souhaite aujourd'hui que dans 5-10 ans, qu'on dise que le Mali possède toutes sortes de technologies en matière d'armement. En matière d'armement comme les autres pays. Je souhaite que dans 5 ans, qu'on ait déjà à un niveau d'armement où il suffit seulement qu'on dise qu'ils ont ceci, que les autres tremblent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'est pas équitable. Nous sommes dans un monde qui n'est pas juste. Nous ne sommes pas violents. Nous sommes très humains.
nous préservons tous les droits humains. Mais il faut être fort pour se faire respecter. Donc ma vision, c'est que je crois que c'est pas de l'utopie, c'est pas impossible pour les Mali. Nous sommes déjà trop avancés dans ce domaine. Je pense que dans 5 ans, nous ferons beaucoup de choses. Nous aurons beaucoup d'industries de technologie militaire, peut-être même d'industrie militaire, parce que nos autorités sont très engagées à cela. Et nous, en tant que peuple, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à toutes les formes de résilience pour aller loin. Même si ça ne fait pas l'objet de débat, vous savez, on a connu une petite crise d'eau de 2 semaines. Oui. Une petite crise d'eau de 2 semaines. Tout le monde voit la crise du carburant. Même les aveugles savent qu'il y a une crise du carburant qui ne touche pas seulement le Mali. C'est le monde entier que ça fait trembler. On demande à un monsieur dans un débat, il tente de critiquer maladroitement le Mali parce qu'il y a une crise d'eau. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui lui dit, mais là où tu es là, il y a une crise d'eau. Bon, il dit, là où je suis, c'est discutable, mais là-bas, on ne peut pas comprendre. Bon, c'est pas sérieux, quoi. Dans la même journée, il y a quelqu'un qui m'appelle un journaliste. Honorable, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la crise d'eau? Je lui ai répondu, j'ai dit, mais est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? On a une crise d'eau, on a une crise d'électricité, est-ce que c'est ton problème? C'est notre problème à nous. C'est notre combat. On était prêt à avoir une crise d'eau. On était prêt aussi à la surpasser. On était prêt à avoir une crise d'électricité. Nous sommes prêts à la surpasser. Et nous avons été prêts à pire que ça, mourir pour le Mali. Ce n'est pas une crise d'eau, une crise d'électricité de 2 mois à 3 mois qu'on ne va pas supporter, ou même une année s'il le faut. Mais en réalité, c'est ça aussi le rôle de la doctrine, c'est d'éveiller les consciences, c'est de faire comprendre aux gens que ce que nous sommes en train d'admirer de l'autre côté là, sont passés par pire que ça, avant d'arriver là-bas. Donc, continuons le travail. Inch'Allah, bi'iznillah, on a gagné beaucoup de choses. On n'est pas très loin de la victoire, on n'est pas très loin. Parce que ceux qui nous emmerdent là, ils nous laisseront gratuitement. Ils vont nous laisser même. Un beau matin, ils vont se réveiller, ils vont dire, ah, on a tout fait pour ces gens-là, ils continuent vraiment, nous-mêmes, on est fatigués, on laisse tomber. On va aller voir ce qu'on peut faire avec eux. C'est comme ça que ça va se passer. Le mot de la fin, c'est de prier pour le Mali, c'est de prier pour l'AS. C'est de dire tout simplement que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est d'abord la réconciliation. Il faut réconcilier les cœurs et les esprits. Il faut toujours continuer à tendre la main à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne se comprennent pas à l'intérieur. Il faut toujours prendre le temps d'expliquer. Dans la rigueur, pas dans la complaisance. Faire les compromis nécessaires pour le Mali, mais jamais de compromission. Mais nous devons toujours travailler à rapprocher les gens dans le Mali, dans l'AES. Et surtout, soyons toujours unis dans l'AES. Et invitons les autres à nous rejoindre. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel aux autres pays à s'affirmer rapidement dans l'AES. Les autres pays africains, surtout nos voisins, à s'affirmer dans l'AES. Par rapport à nos voisins arabes, j'espère, c'est un appel, j'espère qu'ils vont comprendre que le terrorisme n'est l'ami de personne. Et que le Mali est trop sage. Sinon, le Mali est un État qui est aussi capable de fabriquer des terroristes. Mais on ne le fait pas. Notre culture ne le permet pas. Il n'y a pas un État aujourd'hui, même moins faible que le Mali, sulevé, peut fabriquer des terroristes et les larguer chez quelqu'un pour lui créer des problèmes. Mais on ne le fait pas. Parce que tout simplement que ce n'est pas humain. Parce que tout ce que tu fais, Dieu, il voit. Tu fais quelque chose pour nuire à ton voisin. Tu reçois l'ennemi de ton voisin, tu le soignes, tu le fais tout. Je prie Dieu le Tout-Puissant que cela, à un moment donné, soit des souvenirs malheureux, qu'on laisse ça derrière nous. Parce que le voisin est toujours là. L'Algérie est éternelle, le Mali est éternel, la Mauritanie est éternelle. Les États, travaillons pour nous prévenir chacun de l'ennemi qui peut être l'ennemi de chacun. Parce que celui qui nous embête aujourd'hui peut être retourné par quelqu'un d'autre contre toi. Donc essayons de contenir ça, créons les conditions de paix, même si on dit que dans la diplomatie, il n'y a pas trop de sincérité souvent,
essayons d'être le maximum sincère dans la diplomatie. Je connais un pays voisin qui a l'habitude de dire en diplomatie, moi-même j'ai fait des études de diplomatie, de relations internationales, l'habitude de dire qu'il y a de l'ambiguïté constructive. Moi je trouve que ce n'est pas vrai. L'ambiguïté n'est jamais constructive. L'ambiguïté est toujours destructive. Il faut être clair et précis. Avec ton voisin, il faut être clair, il faut être précis. Tu veux quoi, je veux quoi chez toi. Comprenons-nous et puis préservons les humanités, préservons nos ressources. Ça, c'est le mot de la fin pour moi.